Mesdames et messieurs, bonsoir. Elles sont avec nous. Elles sont, devrais-je dire, elles sont nous. Elles sont tout autant disponibles et compétentes. Elles ont du potentiel. Pourtant, consciemment ou inconsciemment, nous les marginalisons. Elles, ce sont les personnes handicapées. Et en période électorale, la marginalisation est encore bien plus prononcée. Pourtant, comme d'autres pays, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette série d'émissions que nous démarrons aujourd'hui se veut un plaidoyer pour la prise en compte des besoins, des desiderata des personnes en situation de handicap pendant les élections. Ce premier numéro est consacré à l'accessibilité au lieu de vote. Pendant donc les 30 prochaines minutes, nous allons discuter d'une meilleure accessibilité au lieu d'inscription et de vote aux personnes handicapées et envisager, pourquoi pas, la mise en place d'un logiciel spécifique d'enregistrement des personnes handicapées suivant leur handicap. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau Madame Léontine Idoou. Elle est la présidente de Rifonga Bénin. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. Nous avons également à côté de Madame Edouard Agboessi, membre du comité de pilotage de ADEPT. ADEPT, c'est bien sûr accès des personnes handicapées aux élections à travers un changement de comportement des populations. Edouard Agboessi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et tout le plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors Madame, tout de suite, pourquoi cette initiative? Oui, le Rifonga a pris en charge cette initiative tout simplement parce que nous avons remarqué que dans notre pays, il y a des personnes qui sont marginalisées lors des élections. Et ce sont les personnes handicapées justement. Alors que dans notre constitution, on dit que nous sommes tous égaux en droit, mais nous avons remarqué que les droits des personnes handicapées sont quelque part bafoués. Surtout lors des élections. Vous voyez, ce sont des personnes qui ont des difficultés de mobilité, de malvoyance, et parfois c'est des personnes qui ont des problèmes, des malentendants. Mais pendant les élections, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué au niveau du Rifonga Bénin et de l'USAID que nous avons des postes de vote qui se retrouvent parfois dans du sable, qui se retrouvent parfois à l'étage. Comment voulez-vous que des personnes qui sont dans des chaises roulantes puissent accéder à ces postes en passant avec leur vélo dans le sable? Ou bien des personnes qui ont des cannes, comment voulez-vous que ces personnes-là grimpent les escaliers pour aller voter? Et nous avons remarqué que ce sont des gens, compte tenu de leur situation et compte tenu du fait qu'elles ne sont pas prises en compte, préfèrent rester dans leur maison. Et nous savons que le président de la République est le président de tout le monde. Et quand ces gens-là ne votent pas, est-ce à dire qu'il n'est pas leur président? Quand ces gens ne sont pas pris en compte, leurs préoccupations, leurs besoins, est-ce à dire qu'ils ne sont pas béninois? C'est pour cela que nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Ouais. Vous venez d'énumérer quelques situations. Peut-être que je devrais, en m'adressant à Edouard, je veux bien savoir quelles sont des situations spécifiques que vous, par exemple, vous avez vécu, des anecdotes que vous pouvez nous raconter par rapport aux élections. Citons simplement celles qui viennent de s'achever là en 2016. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, il faut vraiment être reconnaissant à Rifonga et à l'USAID qui ont jugé utile de voler au secours de nous, les personnes handicapées. C'est parce que ces deux structures ont observé
et ont identifié que des personnes handicapées ne sont pas bien loties au Bénin. Et pour ce qui concerne les élections spécifiquement, il faut reconnaître que les centres de vote sont vachement inaccessibles. Si ce n'est pas des centres de vote sablonneux, c'est que c'est les bureaux de vote qui sont complètement situés à une hauteur auquel on ne peut pas accéder facilement. Et madame l'a si bien notifié tout à l'heure. Mais il faut reconnaître également que lorsque la personne handicapée se retrouve en face de ces problèmes d'inaccessibilité, c'est qu'elle se décourage et elle préfère rester à la maison. Nous avons connu des amis qui ont eu, disons, une première énergie de courage et qui leur ont permis de braver le sable, mais arrivées devant les escaliers, elles ont déposé les armes. Et d'autres qui ont fait preuve de beaucoup plus d'abnégation, arrivées au niveau des escaliers, elles ont essayé de gravir, mais à un moment donné, elles se sont heurtées à leurs limites physiques. Et c'est à ce niveau-là que des gens de bonne volonté ont voulu les porter, les prendre en main. Là, ça heurte dangereusement leur dignité. Vous voyez? Donc, voilà des situations à la limite inhumaines auxquelles nous sommes confrontés lorsqu'il y a les élections, alors que nous sommes des citoyens à part entière, des citoyens qui participent aussi au développement de ce pays. Et lorsque la loi dit que, disons, l'article 33 de la Constitution dit que tous les citoyens béninois doivent aller facilement aux élections, je pense que dans la conception de nos infrastructures, nous bafouons et nous piétinons gravement cette disposition de la Constitution qui fait que une frange, sinon une couche de cette population n'a pas facilement accès aux élections. Oui. Lorsque l'on évoque les personnes en situation de handicap, à qui est-ce qu'on fait référence de façon plus concrète pour que tout le monde puisse une fois de plus le savoir? Oui, Madame Ido. quand on fait référence à ces personnes, ce sont des personnes qui ont des manquements. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes des personnes handicapées à divers niveaux. Par exemple, quand vous prenez nos frères qui ont des problèmes de mobilité, quand vous prenez nos frères malvoyants, malentendants, même d'autres qu'on cache dans les maisons, qui sont écloués dans les maisons, on parle des personnes handicapées. C'est des personnes qui ont des insuffisances quelque part. Et ces insuffisances-là font qu'elles ne sont pas libres entièrement de leurs mouvements, de leurs activités, et même de leurs pensées, parce qu'il arrive qu'on pense parfois à leur place. Donc ce sont des personnes comme ça. Et comme il a si bien dit, nous avons ratifié la Convention qui a dit, depuis 2011, qui a notifié qu'ils ont même droit que nous. Même nos frères qui ont des insuffisances mentales sont des personnes handicapées. Et le plus souvent, on n'y pense pas. On croit que, bon, c'est des laissés pour compte, c'est des gens qui ne savent plus à rien, mais non. Mais non. Cette dernière catégorie que vous venez d'évoquer, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent participer véritablement à des élections Normalement, c'est ce que nous disons. L'État doit trouver des conditions accessibles à tout le monde. Ces personnes, il y en a qui sont logées quelque part. Quand bien même on pense que c'est des personnes violentes, c'est des gens qui s'en occupent. Il y a des médecins, des infirmiers, des gens qui leur préparent à manger. Mais tout ce beau monde-là côtoie ces gens-là, s'occupe de ces gens-là, mais ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc on doit trouver des conditions
pour les aider. Vous voyez, et parfois, à force de les aider, c'est des gens qui peuvent parfois se ressaisir. Ouais. Parce qu'il y a des degrés, à ce niveau-là. Si vous allez là-bas, il y en a qui raisonnent, et à un moment donné, vous vous posez la question, si ce n'est pas vous, plutôt, la personne handicapée. Et quand il vous parle, il vous donne l'impression, il vous complexe parfois, parce qu'il vous pose des questions, vous vous demandez, mais c'est vrai que cette personne-là n'est pas normale, vous posez des questions. Ouais. Donc on doit prendre tout le monde en compte. Je ne sais pas si Edouard Agboessi a quelque chose à rajouter par rapport à ce point de la question. Hein? Par rapport à ce point, il est important que j'ajoute quelque chose. Ouais. Mais si nous descendons dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées que notre pays a ratifiée depuis 2011, ouais. Il faut jeter un regard sur la description qu'on fait de la personne handicapée. Quand on parle de personnes handicapées, on entend les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la déficience que je porte, visuelle, physique ou intellectuelle que je porte, qui est le problème. Le problème, c'est le regard de la société. Qu'est-ce que vous, journalistes, vous pensez d'une personne handicapée? Qu'est-ce que vous, Rifonga, vous pensez de la personne handicapée? Et tous les autres maillons de la société, quel est leur regard? Lorsque moi j'ai été à l'école, j'ai fait les mêmes classes que tout le monde et j'ai eu mes diplômes réglementairement comme tout le monde. Et lorsqu'il faut accéder au marché de l'emploi, on me ferme la porte au nez. Ça, le regard de l'État à ce moment-là sur ma personne est un regard qui me met en situation de handicap. Si j'ai étudié dans les mêmes conditions que tout le monde, et à un moment donné, je fournis le double d'efforts que les autres doivent fournir pour accéder au même diplôme que tout le monde, il n'y a pas de raison pour qu'on m'empêche d'accéder au même droit que tout le monde. Donc c'est la société, dans son regard à tort et à travers, qui nous met dans des situations de handicap. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dans des situations de handicap à des moments donnés. Vous, si j'imagine que vous avez votre voiture et que vous ne savez pas conduire, que c'est votre chauffeur qui vous conduit, le jour où le chauffeur, parce que vous l'usez trop, va simuler une maladie, et que vous ne pouvez pas rouler, vous êtes en ce moment-là en situation de handicap. Ouais. Voilà. Alors, revenons un peu à ce qui concerne les élections elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui de façon concrète, M. Agboessi? Ce que nous voulons est que l'État se lève et tiennent compte de la couche vulnérable que nous constituons pour ce qui concerne les élections. Parce que les personnes handicapées, de par les obstacles auxquels elles sont confrontées, restent à la maison et ne participent pas aux élections comme la loi l'a disposé. Vous voyez, avec Rifonga, à travers le projet ADEPT, 40 centres de vote ont été aménagés, ont été rendus accessibles. 40 centres dans tout le pays, 40 centres. Et nous avons constaté que parce qu'il y a eu ces 40 centres aménagés, nous avons eu près de 1290 personnes handicapées qui ont accédé facilement aux élections. Aux dernières élections présidentielles. Qu'en serait-il lorsque tous les 13 000 centres de vote seraient rendus accessibles? Parce que le projet ADEPT n'est pas exécuté dans tous les départements. C'est seulement dans 4 départements: Atlantique, Littoral, Zou et Collines. Mais lorsque ce projet ADEPT va étendre ses tentacules dans les autres départements, qu'en serait-il? Mais Rifonga et l'USAID seuls ne peuvent pas faire tout. C'est pour cela que nous interpellons l'État. Nous pleurons presque à ses pieds qu'il veuille bien se lever et nous aider à rendre accessibles les centres de vote, à des centres même
comment on appelle, et à mettre même, comment on appelle, les rampes raisonnables pour permettre aux personnes handicapées d'accéder sans difficulté aucune aux élections. Alors, Madame Idou, le Bénin est parti à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Quels sont les devoirs que le Bénin, il doit, est-ce que l'État même sait ce qu'il doit faire? Peut-être qu'en le lui rappelant. Oui, par exemple, à l'enregistrement, au niveau de COSLEPI, l'État normalement doit acheter le logiciel qui permet de faire l'enregistrement des personnes handicapées selon le type d'handicap, pour permettre à la Sénat de régler le problème d'accessibilité. Et au niveau de la Sénat, par exemple, l'État doit aider la Sénat à faire des bulletins en braille pour que les personnes malvoyantes ne soient plus trahies. Parce que le code électoral dit ils peuvent avoir quelqu'un pour les aider. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Celui-là, quand la personne handicapée va lui dire « je veux tel candidat », lui va voter pour son candidat, alors que son candidat n'est pas le candidat de la personne handicapée. Et c'est une haute trahison. Or, on dit que le vote est confidentiel. À partir du moment où le vote est confidentiel, il y a problème. Mieux, comme il a si dit également, les messages, les programmes de société des différents candidats doivent être traduits en langue des signes. Vous voyez, pour que cette tranche puisse comprendre pour qui elle opte voter. Or, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Et là, je profite pour remercier le directeur de l'ORTB, que nous avons sollicité pendant les dernières élections et qui a accepté que les messages soient traduits en langue des signes. Et les candidats, également dans leur projet de société, doivent prendre en compte les personnes handicapées de façon claire, transparente, pour leur permettre d'effectuer leur choix. Donc, nous avons remarqué, même le journal télévisé, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe à l'extérieur, ils ont droit, ils ont le devoir de comprendre et d'apporter aussi leur grain de sel. Parce qu'il y a des informations, quand on ne leur donne pas les informations, supposons qu'il y ait inondation quelque part dans notre pays, on le dit, on crie à la radio, à la télévision, on montre, il y a des gens parmi eux qui n'ont pas vu, il y a des gens parmi eux qui n'ont pas entendu. Si dans leur déplacement dans ces coins-là, ils ne savent pas qu'il y a inondation et qu'ils vont tomber dans l'eau, ils vont mourir. Est-ce que l'État assure leurs droits? Donc la convention est claire. La convention, parce que dans notre constitution, il y a des articles discriminatoires dans notre constitution. Il y a l'article 44, par exemple, qui dit que pour être président de la République, il faut être une personne entière. Est-ce que vous voyez? Il y a même dans le code électoral également l'article 42, l'article 9, l'article 43, qui sont également discriminatoires, alors que la convention auquel notre pays est parti dit qu'ils ont même droit, ils peuvent être électeurs et ils sont éligibles. Et voilà que la partie éligible est contestée dans nos tests. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État doit procéder avec l'Assemblée nationale à l'harmonisation des tests. Le code électoral, la Constitution avec la Convention. Oui.
Alors, ça suppose désormais que l'État a le devoir de garantir les droits politiques aux personnes handicapées et la possibilité d'exercer au même titre que tout autre individu ces différents droits. Ce sont des engagements que l'État doit prendre. Mais en même temps, on nous dit souvent que les élections sont coûteuses. Est-ce que ceci ne fait pas un surcoût également aux différentes élections, Edouard Agbo ici? Ce n'est pas le coût qu'il faut voir. C'est la personne humaine qui a droit et devoir dans un pays qu'il faut voir. Lorsque un maillon de la chaîne d'une société arrivait à être défectueux du fait du mauvais regard des autres maillons sur lui, il faut reconnaître que de ce fait-là, l'ensemble de la chaîne est fragilisé. Et pour sortir ce maillon de ce handicap, ce n'est pas le côté coûteux des choses qu'il faut voir. C'est le côté valeur, le côté reconnaissance de la valeur de la dignité humaine qu'il faut voir. Si nous sommes béninois, qu'on nous dise qu'on est béninois, et si on est béninois au même titre que les autres, il ne faut pas faire des calculs sur nous. Nous voyons comment les choses se passent dans ce pays. On dépense pour des choses, des dépenses à la limite folle pour des choses dans ce pays. Mais il s'agit de la personne humaine, de la dignité humaine. Donc, faire des calculs avant de voir s'il faut, d'accord, respecter le droit de quelqu'un. Je pense que ça risque de dépasser les bornes. Donc, pour nous, il n'y a rien de coûteux là. Il faut mettre tout le monde au même titre de qualité, comme la loi l'a dit. La loi n'a-t-elle pas dit que nous sommes tous égaux? La loi n'a-t-elle pas dit ça? Si la loi a dit ça, pourquoi calculer, pourquoi réfléchir, pourquoi avoir des détours mentaux? Ça ne marche pas. Ouais. Oui. D'accord. Alors, Madame Ido, finalement, au-delà même de l'État, au-delà de nos gouvernants, c'est qu'il y a le regard également de la société. Que doivent faire les concitoyens de ces personnes handicapées également? C'est pour cela que dans le projet ADEP, Rifonga a procédé à la sensibilisation sous forme de conférences itinérantes des populations et avant les élections, dans chaque arrondissement, pour que le regard que nous portons sur nos frères puisse changer. Et également, nous avons, par le biais de la Sénat, à qui nous transmettons toujours nos remerciements, formé les 13 500 agents que la Sénat nous a aidés à former. Nous avons fait le manuel, nous voulons faire la formation, mais avec le partenariat qu'on a engagé avec la Sénat a pris sur elle de former les 13 500 agents pour un changement de comportement. Ce qui a fait que lors des dernières élections, si vous étiez là, vous allez voir que la population qui était en rang depuis 7 heures, dès qu'une personne handicapée arrive, la population lui cède rapidement le chemin et même les agents de poste de vote viennent l'aider pour voter. Et nous avons eu un cas très intéressant dans le zoo, oui, dans la région d'Agoli, où les gens ont porté la personne handicapée n'ayant pas de mobilité, était derrière Zemidjan. Donc les gens ont porté l'une et elle a voté sur Zemidjan à Wengi. Donc il y a eu vraiment un changement de comportement vis-à-vis des populations. Cela veut dire quoi? Comme il l'a si bien dit, il va falloir également que d'autres partenaires, que l'État même nous aide à dupliquer ce projet dans les 12 départements. Parce que présentement, nous sommes dans 4 départements, mais les autres m'appellent pour dire, mais et nous? Quand les gens m'appellent de Porto-Novo, ils disent, mais Madame Ido, et nous? Quand les gens m'appellent du Borgou, on dit, mais Madame Ido, rappelez-vous de nous. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je suis prête à aider ses frères, ses soeurs, ses parents, personnes handicapées, si je dispose des moyens. Oui.
Alors, le Rifonga veut disposer des moyens pour continuer dans ce qu'elle a déjà entrepris, mais en même temps, il y a ce changement de comportement vivement souhaité de la part de nos compatriotes. Mais il faut, Edouard, que ce soit un changement de comportement sans condescendance, sans pitié en réalité, parce que ça, vous mettez un point d'orgue là-dessus. Ah, bien sûr, bien sûr. Si nous considérons que nous sommes des personnes à part entière, des citoyens à part entière, et que ce qui risque ou ce qui semble nous diviser n'est que le regard des autres concitoyens, je pense que la sensibilisation ensemble avec Rifonga va continuer pour que non seulement les regards changent, mais que des comportements changent, mais que ce ne soit pas des comportements de compassion, de pitié, de plainte et autres. Non, ce n'est pas ça qui nourrit, ce n'est pas ça, qui grandit, qui fait grandir. Ce qui fait grandir, c'est le côté humain que nous devons développer les uns envers les autres. Et je pense qu'avec le projet ADEPT, mais il s'est passé des choses très intéressantes. Moi, j'ai été accueilli dans mon bureau de vote comme un roi. Mais les agents de vote qui auparavant étaient développés une sorte d'indifférence à votre endroit, mais cette fois-ci, ils se sont levés avec une certaine promptitude et vous posent des questions. Vous êtes à l'aise. Ça, c'est le comportement qui a commencé par changer. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont pitié. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils vous voient incapable et estiment qu'on vous dérange. Non, c'est parce qu'ils ont reconnu que vous avez aussi votre place dans la société et par conséquent, il faut vous la respecter. Bien sûr. Nous allons terminer cet entretien, hein, Madame Idowu. Je vous donne enfin quelques minutes quand même pour boucler l'entretien. Oui, c'est-à-dire, moi je souhaiterais que toutes les personnes handicapées elles-mêmes mettent la main à la pâte, sans complaisance, et que l'État, notre État, qui est responsable de nous tous, prenne le problème des personnes handicapées à bras le corps, et que le ministre de la fonction publique, qui est déjà à pied d'œuvre, je passe par ici pour la remercier, continue vraiment ses œuvres afin que ces personnes handicapées qui ont les mêmes diplômes que nous puissent accéder à l'emploi. Parce que seul l'emploi libère. Quand la personne sait que je dois travailler, je peux gagner ma vie, je peux être libre, la personne finira par oublier même son handicap. Et je demande à toute la population qui a commencé par changer de comportement de continuer vraiment à avoir un autre regard vis-à-vis des personnes handicapées. Et celles qui sont cachées dans les maisons, qu'on les fasse sortir pour que lors des prochaines élections, l'État puisse trouver le logiciel pour leur enregistrement à temps et que les postes de vote soient rendus accessibles pour que, ensemble, nous puissions contribuer au développement de notre pays. Oui. Alors, Edouard, je vous laisse le mot de la fin. J'imagine que ça va être pour demander que simplement vos droits soient respectés. Oui, c'est pour demander que nos droits soient respectés. Mais avant, je voudrais remercier nos mamans de Rifonga Bénin, appuyées techniquement et financièrement par l'USAID. Franchement, ça, c'est mon coup de cœur à leur endroit. C'est des dames qui se battent pour, disons, l'égalité des femmes et autres, voyez, mais elles se sont rendues compte que les entrailles qui ont porté les enfants non handicapés, ce sont ces mêmes entrailles aussi qui portent des enfants handicapés, d'où la nécessité pour elles de voler à notre secours. Sans la sollicitude de cette dame appuyée par l'USAID, on ne serait pas ici. Franchement, je vous embrasse, chère maman, et que le Seigneur Dieu vous élève. Maintenant, pour finir, je voudrais demander à toutes les autorités, à divers niveaux de ce pays, de changer non seulement leur regard sur nous, c'est ce qu'elles ont déjà commencé par faire, mais de œuvrer à nos côtés pour que les tests discriminatoires,
les tests qui nous cachent, les tests qui nous rejettent dans ce pays-là, que ces tests-là puissent être harmonisés avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à laquelle notre pays est parti. Et je voudrais demander à toutes les personnes handicapées de commencer par oser, d'adhérer aux partis politiques, de participer à la vie politique de leur pays, de commencer par oser. Ça va changer, ça a commencé par changer, et un jour, nous allons arracher la tête de ce pays. Certainement que le prochain président sera une personne handicapée dans ce pays. Merci à tout le monde et que l'égalité des chances soit la chose la mieux partagée de tout le monde au Bénin. Belle conclusion pour cette émission. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. À très vite sur l'ORTB. Passons-vous.